Est-ce qu'on résume Paris-Nice au duel Pogacar-Vingegaard ? Je vois pas comment on peut faire autrement. Enfin, même, je vois pas qui dans la start list actuelle, et puis par rapport à la forme du moment, peut contester, et avec le chrono en plus par équipe, qui peut contester Vingegaard et puis Tadej Pogacar. Enfin, moi, je vois pas quel coureur aujourd'hui je vais peut te y aller. donner des noms, FP, je vais te donner des noms, tu vas me dire oui ou non. David Gaudu. Non. Romain Bardet. Non. Simon Yates. Non plus. Daniel Felipe Martinez. Plus. Eh ben moi j'ai envie de te dire que Daniel Felipe Martinez, c'est peut-être celui qui peut être le troisième larron. Patrice Julien. Allez mon Juju. Il va être proclamé, il va être acclamé. Julien Alaphilippe, champion Du monde. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vélo Podcast, un nouveau numéro. Ça sent bon les pavés, ça sent bon les feuilles qui repoussent sur les arbres, ça sent bon le printemps, ça sent bon François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Dis donc, une âme de poète aujourd'hui. Ah, un petit peu poète, mais en même temps, ça y est, le premier gros bloc de la saison arrive avec cet enchaînement Strade Bianche, Paris-Nice, Tirreno Adriatico, Milan-San Remo. Après, ça va arriver, c'est parti là. Ah, ça franchement, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Puis bon, on a eu des belles courses aussi au mois de février avec pas mal d'équipes qui confirment, et puis une ou deux équipes françaises qui sont aussi au premier plan, et c'est toujours intéressant ça. Ouais, tu vas en parler, FP, on va en parler. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec donc, pour commencer ce podcast, un peu le bilan de ce qu'on peut appeler la première partie de saison qui, pour moi, FP, s'est achevée avec et le week-end d'ouverture des Flandriennes, des Flanders classiques, et en même temps avec l'UAE Tour qui s'est déroulé la semaine dernière, un peu, on va dire, la fin de ces courses exotiques aux quatre coins du monde, et on est revenu maintenant, ça y est, sur le vieux continent. FP, pour commencer, on va parler du week-end pavé, un petit peu, qui s'est déroulé donc le week-end dernier, week-end d'ouverture. Les tops, les flops. Bon, déjà, ce qu'on peut mettre en avant, FP, je suis désolé, mais c'est ce collectif Jumbo-Visma qui a été éclatant. Ouais, force est de reconnaître, quand tu gagnes les deux premières classiques flandriennes, alors même si Kuurne-Bruxelles-Kuurne, on va peut-être pas la mettre dans les classiques, mais au moins le Newsblad, c'est vraiment la tactique de course, quoi. C'est assez bluffant parce que évidemment, ils ont les meilleurs coureurs, certes, et il manquait Van Aert en plus, mais quand tu vois ce qu'ils ont fait en termes de tactique, c'était assez bluffant, quoi. Et c'est un peu la Quick-Step de la grande époque où ça suit les coups, mais ils ont toujours un coup d'avance par rapport aux autres équipes. Si c'était du sprint, il y avait Laporte, sinon ils envoyaient quelqu'un, c'était soit Benoît, soit c'était Van Baarle qui remporte donc le Newsblad. Franchement, non, moi je suis assez bluffé quand même, parce que malgré tout, t'avais l'impression que même les coureurs qui étaient plus forts que les Jumbo, ils pouvaient rien faire. Je pense à Mohoric sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Enfin, moi vraiment, je suis assez bluffé, et ouais, c'est chiant de le dire ça. Ouais, avec le Omloop et Newsblad qui a été remporté par Dylan Van Baarle, qui a réussi à garder une avance d'une vingtaine de secondes sur le groupe de poursuivants qui avait été réglé par Arnaud Delis avec Christophe Laporte. On en parlera du rôle de Christophe Laporte, et le lendemain, le dimanche, Kuurne-Bruxelles-Kuurne avec un doublé Jumbo-Visma, Tige Benoît devant Nathan Van Hooydonk et Christophe Laporte qui règle le groupe de poursuivants, en tout cas le peloton principal pour la 6e place devant Arnaud Delis. Le rôle de Christophe Laporte, quand on voit franchement que, et le dimanche, c'est Benoît et Van Hooydonk qui sont devant, avec le samedi Dylan Van Baarle qui s'était échappé, on n'a pas encore Wout van Aert qui a repris. On peut se dire que Christophe Laporte, son rôle, il est essentiel, il est prépondérant quand même, aussi dans la tactique de Jumbo-Visma. Je contrôle les attaques, mais si ça arrive au sprint, c'est pour moi. Ouais, c'est un peu frustrant pour nous, parce que je pense vraiment que Christophe Laporte pouvait aller dans les échappées. Il avait la pédale facile sur le Omloop Newsblad, parce que franchement, Christophe Laporte, pour moi, c'était le plus fort. Tu voyais comment il pédalait, la fréquence de pédalage, son visage, c'était assez bluffant. Moi, je le trouvais très très fort, et c'était un peu frustrant en tant que Français de pas le voir forcément à l'attaque pour remporter la course. Après dans la tactique, effectivement, il a un rôle hyper important, c'est le rôle de sprinter, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, Jumbo était un peu gagnant, c'est-à-dire que si tu roulais, tu faisais tout pour que Laporte au sprint gagne. Si tu roulais pas, ça permettait à Van Baarle de s'échapper. Enfin, franchement, en termes de tactique, c'était vraiment rien de mieux, quoi, clairement. Pour conclure sur la Jumbo-Visma, avant de passer à autre chose, FP, on a l'impression quand même que ils ont besoin de cette victoire sur sur un monument flandrien, sur le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. L'année dernière, ils sont allés recruter Christophe Laporte pour étoffer l'effectif. Cette année, ils sont allés recruter le vainqueur de Paris-Roubaix de l'année dernière. Là, s'ils passent à côté cette année d'un des deux monuments, ou s'ils en remportent pas un,
Là, par contre, ça va faire la gueule. Bah, ça va faire la gueule, et surtout quand tu vois l'équipe, elle est destinée à gagner. Donc, en fin de compte, s'ils perdent, ils pourront s'en prendre quand même. Parce que, ah oui, effectivement, c'est ce qui fait la beauté de ces classiques. C'est que même si tu as la plus grande équipe du monde, il suffit que tu aies un super jour et qu'en face, bah voilà, la jumbo, je sais pas, des crevaisons, des chutes, ou je sais pas, un temps catastrophique, pluie et vent peut-être à Paris-Roubaix. Et bah, dans ce cas-là, tu ne gagnes pas la classique. Mais vraiment, moi, je trouve ça assez bluffant ce que fait Jumbo pour l'instant. Mais attention, il ne faut pas non plus arriver trop tôt, trop fort peut-être aussi, parce que maintenant, il faudra voir comment les équipes vont s'adapter aussi à la tactique Jumbo, quoi. Donc, est-ce que maintenant, dès que déjà un Jumbo part, on l'accompagne, on roule plus, on fait le poids mort. Voilà, ça peut être d'autres tactiques de la part des autres équipes. Mais voilà, vraiment, là, en tout cas, ils ont été assez bluffants. Et voir aussi comment la tactique Jumbo va s'adapter au retour de Wout van Aert. Parce que là, on n'a pas eu Wout van Aert, donc on n'a pas eu le gros leader de l'équipe qui était là et qui canalisait un petit peu toute la tactique et toute l'énergie, toutes les forces de la Jumbo-Visma. Est-ce que Dylan van Baarle aura la même liberté à attaquer avec un Van Aert derrière qui a peut-être envie de remporter le Tour des Flandres chez lui, ça? Bon, écoute, on verra. FP, tu voulais parler, tu me l'as dit un peu en off pour préparer ce podcast, tu voulais parler d'un coureur qui, pour son âge, bluffe tout le monde déjà, et qui a bientôt 21 ans, là dans quelques jours, a quand même réalisé un début de saison plus que costaud. Je parle bien sûr de l'agriculteur Arnaud Delis. Effectivement, Arnaud Delis. Alors moi, je voulais revenir sur lui parce que c'est un coureur dont on parle beaucoup. On en a parlé dans ce podcast, sur l'Auto-Destiny évidemment, que c'était un leader. On a vu un début de saison incroyable. Mais c'est marrant parce que je trouve que c'est rare les jeunes coureurs comme lui qui n'ont pas fait forcément des résultats pour l'instant sur les Flandriennes, hein, clairement. Il a fait des très bons sprints, mais sur les Flandriennes, il était assez neuf. Et le voir marquer d'aussi près et le voir autant regarder, autant juger, c'est-à-dire que dès qu'il part, on le suit. Je trouve que c'est incroyable parce que ce gars, en final, quand tu regardes les références, alors oui, au niveau sprint, c'est bluffant, il a gagné des courses, pas non plus les plus grandes courses du monde, et en plus sur les Flandriennes, il a pas trop de références, mais tout le monde s'en méfiait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, t'avais l'impression que Delis ne devait pas gagner. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, vraiment, il y avait une pancarte affichée dessus, Delis favori, ultra favori. Et il était très fort, hein. Franchement, il était vraiment très fort. En plus, il chute, il arrive quand même à faire deuxième sur le Omloop Newsblad. Mais voilà, moi je trouve ça assez bluffant le côté, c'est un jeune, pas de référence pour l'instant, je parle en flandrienne en résultat pur, mais hyper surveillé. Alors je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je crains que pour Arnaud Delis, cette pancarte elle arrivait vachement vite quand même de hyper surveillé. C'est vrai que pour le coup, dès le week-end d'ouverture des Flandriennes, il se met en évidence. Et Arnaud Delis, alors FP, faut que tu m'aides. Là, je n'ai plus le nom en tête du mont célèbre mont pavé. Où il a été en avant, il a mis à mal tout le monde, il a mis tout le peloton derrière lui. Il faut que tu m'aides, FP, là. Est-ce que tu l'as? Oui, c'est Gramont. Gramont? Ouais, c'est ça, c'est le mur de Gramont, exactement. Où tu le vois à l'avant, mais moi je m'attendais pas à voir Arnaud Delis là. Alors Arnaud Delis, pour avoir vu vite fait quelques interviews, il n'aime pas être défini comme un sprinter. Il n'aime pas ça. Donc ça veut tout dire, ça veut dire qu'il veut se faire mal sur les pavés, on le voit, et il aime se faire mal sur les pavés. C'est impressionnant la force qu'il a montrée, c'est impressionnant. Franchement, moi j'ai été bluffé, je m'attendais pas à le voir aussitôt et aussi fort. Maintenant, est-ce que ça va le desservir ? Écoute, j'ai envie de te dire, à voir maintenant ce que ça va donner sur une plus longue distance où les équipiers seront peut-être, parce qu'il y aura peut-être que la Jumbo-Visma qui sera en surnombre à un moment donné, après plus de 200-220 km à un moment donné sur les classiques pavés, et ça sera du 1 contre 1, voilà. Alors peut-être que personne va vouloir arriver au sprint avec Arnaud Delis, peut-être même pas Wout van Aert, ça à voir psychologiquement ce que ça va donner, mais pour le coup, Christophe Laporte l'a battu à Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Donc ça veut dire qu'il n'est pas imbattable, Arnaud Delis. Je te prends juste très vite fait pour terminer sur Arnaud Delis, FP. Ses résultats depuis le début de saison maintenant. On arrive à la fin février, début mars. Son pire résultat, ses deux pires résultats Arnaud Delis, c'est la 31e place sur le contre-la-montre finale de l'Étoile de Bessèges à Alès, la 27e place sur le Grand Prix à Marseillaise. Sinon, tout le reste, c'est top 8. Vainqueur d'une des classiques en début de saison, le Grand Prix Valencia, vainqueur de la première étape de l'Étoile de Bessèges, vainqueur de la troisième étape, la deuxième était neutralisée. Au Mont-Bouquet, il fait 8e, 7e du général de l'Étoile de Bessèges, 2e de la Classica d'Almeria, et puis ce week-end, 2e du Omloop et 7e à Kuurne.
C'est bluffant. Franchement, c'est bluffant. C'est peut-être le coureur de ce début de saison. Ah, c'est clairement le coureur de ce début de saison et je suis curieux de voir comment il va être marqué dans les prochaines courses. Je pense même à Milan-San Remo ou à ce genre de course quand même de grande classique. Voilà, pour voir comment ça va se passer pour lui. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on a tout dit sur Arnaud Delis, mais c'est à suivre. Mais je suis curieux de voir comment il va se dépêtrer un peu de ce marquage qui est fait par les équipes face à lui. Je sais pas si on peut dire un petit mot de Mathys Lebert, Guillaume. Ouais, vas-y, tu voulais en parler. FP, il t'a bluffé, toi, dimanche. Oui, il m'a bluffé parce que Mathys Lebert, quand tu vois échapper, en plus on n'attend pas grand-chose de lui, mais franchement il s'est comporté admirablement. Il fait 23e je crois d'ailleurs du Omlot and Newsblad au final, mais il méritait beaucoup mieux. Pour moi c'est vraiment le genre de course où tu mérites un top 10 parce que vraiment il a vraiment été malin. Il a joué avec Van Barle qui essaie de lui dire à un moment donné allez prends des relais, il voulait pas, il s'est pas laissé avoir à 21 ans alors qu'il était quand même amateur la saison passée. Être dans la roue du vainqueur de Paris-Roubaix, franchement c'était bluffant. Et il était loin d'être ridicule, même à la fin, quand il craque. C'est parce que Van Barle, voilà, il a été beaucoup plus frais. Mais franchement, Mathys Lebert, alors je sais pas si à terme il voudra vraiment se consacrer aux Flandriennes, mais il passe bien les bosses. On sent qu'il pédale bien. Il y a un dur au mal. À suivre, vraiment à suivre pour les prochaines années. On verra ce qu'il donne dans les prochaines classiques, mais en tant qu'équipier pour un Mathis Louvel par exemple, qui est aussi très en jambes à la Arkea, moi je demande à voir et vraiment je suis assez optimiste pour les classiques françaises maintenant, enfin les classiques men français. Ouais, Mathys Lebert qui a terminé 23e, qui était en queue de peloton sur le Omloop dimanche qui a été samedi, le Omloop qui a été impressionnant. On va passer aux courses françaises, FP. On a parlé de ce week-end de début des courses flandriennes. Volontairement, on ne parle pas du Samin ni du trophée Laguglia qui se déroule cette semaine. Ça, on verra s'il y a vraiment une énorme performance. On en parlera sur Vélo Podcast plus tard. Mais voilà, on va passer aux courses françaises avec forcément FP le retour de Julien Alaphilippe qui était attendu et un retour gagnant déjà dès son premier jour de course. Ouais, il a la jambe aérienne comme on dit. Vraiment, il est aérien. Il était très très bon. Il lance l'attaque au bon moment avec David Gaudu qui peut le suivre. Une échappée incroyable. Quand t'as Julien Alaphilippe et Chouchou Gaudu, franchement, moi j'étais devant mon canapé, sur mon canapé, j'étais debout, j'étais allez les gars, tu vois, faites-moi rêver. Presque un regret pour Gaudu quand même sur le sprint. Je sais pas s'il le gère très bien. Alors lui il dit qu'il avait tout, enfin qu'il sentait qu'il pouvait pas le faire. Je sais pas, je trouve que c'était bizarre Gaudu. Je l'ai vu meilleur au sprint, notamment quand il gagne au Dauphiné l'année passée. Je le vois vraiment meilleur au sprint. Après voilà, Julien Alaphilippe était peut-être au-dessus au niveau du sprint. Non, Julien Alaphilippe est meilleur au sprint que David Gaudu. Ah, je suis pas si sûr que ça pour le coup ça. Ah si, David Gaudu n'est pas capable de régler par exemple un groupe de 20 ou de 30 à un moment donné. Ah bah au Dauphiné il l'a fait. Bah alors que Julien Alaphilippe pour moi il est capable. Mais un groupe de 30. Ouais mais attends, la victoire de David Gaudu elle était pas sur le plat au Dauphiné. Ah non, mais alors Alaphilippe rarement ouais mais sur d'accord. Le groupe de 20 ou de 30. Non, moi je pense vraiment que en termes de sprint, je les mets pas l'un en dessous de l'autre. Pour moi, ils sont à égalité. Ah non, moi on va dire, tu veux donner des notes Pro Cycling Manager aux deux pour le sprint. Pour moi, Alaphilippe, allez, tu le mets à 68 ou 69 et David Gaudu, tu le mets à 66 ou 67. C'est trop bas en plus déjà. Non, mais je remets. Attends, non, moi je mets au moins Alaphilippe. Non, mais moi je mets les deux 72. Oh, et quand même, 72, ça veut dire quelque chose. Mais c'est pas des mauvais sprinters, et moi je trouve que sur des sprints en groupé, c'est pas les derniers. C'est pas des sprinters. Non, c'est pas des sprinters, d'accord, mais je veux dire, en revanche, c'est quand même des bons sprinters. C'est pas des sprinters massifs comme Arnaud Delis, etc. En revanche, sur des échappées, sur des étapes, même avec une arrivée au plat, je veux dire, s'ils sont 5 dans un groupe, Gaudu fait partie de mon top 2, top 3, comme Alaphilippe, tu vois. Je veux dire, c'est pas, non, moi ça me choque pas. Moi les deux sont, je sais pas s'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Moi, encore une fois, je pense que ça s'est joué à la fatigue là pour la classique Ardèche, c'est ça, celle de samedi. Ouais. Mais Fonardèche classique, mais vraiment non, moi je trouve que Gaudu, alors là je sais pas, il était peut-être un peu plus cramé, mais je suis pas sûr qu'Alaphilippe soit moins bon que Gaudu en tout cas. Alors par contre, lors de l'attaque de Julien Alaphilippe, on a senti que David Gaudu était tout en contrôle, c'était le seul à pouvoir suivre, et on a vraiment senti lors de l'attaque d'Alaphilippe dans la bosse, à 25 bornes de l'arrivée il me semble, qu'il était vraiment tout en contrôle Gaudu, et par contre il n'a pas répondu à l'attaque de Julien Alaphilippe parce qu'il y avait pas mal de kilomètres derrière pour aller jusqu'à l'arrivée, mais il était présent, et David Gaudu il a enchaîné le lendemain, le dimanche, à la Drôme, à la classique de la Drôme, Faune Drôme classique, où il termine 4e. David Gaudu il avait encore les jambes, on a senti un Julien Alaphilippe un peu cramé avec le vent en plus qui était assez présent lors de cette classique, avec la victoire magnifique d'Anthony Pérez, François Pierre.
Et alors là, par contre, c'était incroyable, hein, vraiment ce qu'il a fait. On parle de Pogačar quand il part à 40 km de l'arrivée, mais là, Anthony Perez, ce qu'il nous a fait, c'était aussi assez super fort. Alors en plus, les coureurs ont failli arrêter à cause des conditions climatiques, hein, je crois au bout de 30 km. Mais au final, c'est bien joué qu'ils aient continué parce que vraiment, ça nous aurait fait rater. Il y a un superbe exploit d'Anthony Perez qui part. Alors lui, je pense qu'il y croyait pas non plus. Hein. Quand il part, il essayait, je pense, peut-être d'être un relais, pourquoi pas pour un coéquipier derrière. Mais non, mais Cofidis, c'est dans l'esprit Cofidis depuis 3 ans, depuis la reprise de Cédric Vasseur. C'est-à-dire des coureurs qui osent et quand ça marche, c'est magnifique. Voilà, franchement, il était le plus fort et il bat des gars derrière lui. Les Rui Costa, c'est quelqu'un qui performe énormément depuis le début de saison. David Gaudu, qui était très très fort la veille, était pas mal non plus, même si on le sentait un peu plus cramé. Il y a Badjoli aussi. Non, vraiment, c'était assez bluffant et moi je trouve que Anthony Perez, à tenter des coups un peu plus importants comme ça, peut-être dans les courses World Tour, ce serait super. Mais franchement, Cofidis, de toute façon, c'est mon équipe chouchou depuis le début de saison, hein, depuis d'ailleurs quelques mois, parce que en termes d'envie, c'est assez bluffant et c'est d'ailleurs la meilleure équipe française depuis le début de saison et c'est mérité. Est-ce que tu veux souligner d'autres performances sur ces courses françaises ? On a parlé de David Gaudu, régulier, pas victorieux, mais régulier déjà en jambes, qui fait deuxième samedi et quatrième dimanche. Oui, David Gaudu, alors c'est assez pas mal ce qu'il a fait. Moi, je mettrais la moyenne plus, on va dire, parce que malgré tout, voilà, il faudrait peut-être une victoire, parce que Cofidis, j'allais dire, Groupama FDJ manque de victoire depuis le début de saison, mais on sent que voilà, qu'il est bien parti pour Paris-Nice, ce genre de course. Non, moi je voulais revenir un peu sur Romain Grégoire et la jeunesse FDJ. Romain Grégoire qui fait 5e à la Classique Ardèche samedi. Voilà, donc c'est prometteur et puis les jeunes se font les dents. Après, il y a quelques jeunes qui m'ont un peu déçu, mais pour l'instant, on va dire qu'en cette année de découverte du World Tour se passe plutôt bien. Ouais, et puis tu parles de Romain Grégoire 5e samedi, quand on plonge dans le classement, 16e Huish de Broc, 17e Lenny Martinez qui ont terminé tous les deux en queue du groupe, on va dire du groupe principal des poursuivants qui avait été réglé par Rui Costa pour la 9e place à la classique de l'Ardèche. Les deux, ils ne se lâchent plus lorsqu'ils sont ensemble en course, Huish de Broc et Martinez depuis les juniors. Et là, on le voit encore chez les grands. Très rapidement, FP, avant de passer à la suite, l'UAE Tour avec la victoire finale de Remco Evenepoel, la victoire lors de la dernière étape de Adam Yates en haut de Djebel Lafitte, avec la 3e place de Geoffrey Bouchard à la pédale, derrière Remco Evenepoel et Adam Yates. C'est une course qui s'est réglée en fait dès le premier jour avec une bordure et après derrière ça a dessiné le classement général. Exactement. Alors moi sur cette course-là, pour tout avouer, Remco Evenepoel, on voit ses limites en montagne, mais j'en ai plus surpris et je suis moins optimiste pour Evenepoel sur un Tour de France face à Pogačar et Vingegaard, mais ça on aura le temps d'y revenir. Non, moi je vais revenir sur 2 côtés français encore. Arnaud Démare, grosse déception du train d'Arnaud Démare. Alors je veux bien qu'on adapte un petit peu les choses, mais clairement il y a un truc qui va pas. De toute façon là clairement tu peux pas me dire qu'il y a quelque chose qui va. Je lis beaucoup ce qui est fait par les équipes. On justifie beaucoup le fait, ils ont pris la mauvaise roue, etc. À un moment donné, les gars, ça fait 4 jours la mauvaise roue et quand tu prends la bonne, t'es 10e. Il y a un truc qui joue pas. Alors soit Arnaud Démare est pas en forme, ce qui est possible, hein. Mais le train, il y a un truc qui marche pas non plus parce que le train lâche trop vite. Je crois que c'était alors faut que je reprenne l'étape, mais je crois que c'est le Groenewegen gagne. J'ai plus le numéro de l'étape, mais bref. Alors je vais te le trouver. C'est la 4e ou 5e étape, je crois, de l'UAE, mais Bram Velten qui donc le poisson pilote à ce moment-là d'Arnaud Démare, qui lâche beaucoup trop vite Arnaud Démare et puis il fait son effort, il commence son effort au-delà du kilomètre. On sent que il peut pas tenir et c'est normal. Alors il y a des jeunes qui sont là. La 5e étape, victoire de Groenewegen devant Gaviria et Sam Bennett et Arnaud Démare termine 10e. Exactement, c'est celle-là et voilà, Arnaud Démare cette fois-ci dans la bonne roue, mais il prend pas le bon côté, on va dire. Et je crois que Groenewegen qui gagne est sur le côté gauche et lui il est resté plus dans l'axe côté droit du sprint. Donc je pense qu'il y a un truc qui va pas. Il va falloir peut-être se poser des questions sur le train FDJ pour Arnaud Démare et autre chose aussi sur l'AG2R avec Geoffrey Bouchard qui est très intéressant depuis le début de saison à suivre. Il fait des grosses performances. Là en montagne 3e. Le grand regret de Geoffrey Bouchard, c'est le grand mal français depuis des années, mais malheureusement c'est toujours le même. C'est en bordure. Il s'est fait complètement défoncer, je peux le dire. C'est le terme, parce que il y a une bordure qui a été rattrapée par Lucas Plapp. C'était cette étape-là, je regarde, c'était la 5e étape, la même. Et en fait, Geoffrey Bouchard lui a été lâché. Il n'est pas attendu par ses équipiers. J'ai pas trop compris pourquoi. Et il a complètement perdu beaucoup. Il a perdu beaucoup de temps à ce moment-là, quoi. Et donc, c'est vraiment dommage parce que je pense vraiment qu'il pouvait faire carrément un podium sur une épreuve World Tour ou en tout cas un top 5 qui aurait été largement mérité parce qu'en termes de montagne, il était dans les 3 plus forts, quoi. Même, tu vois, je me demandais même s'il n'est pas plus fort que Evenepoel sur l'UAE Tour.
Enfin, en montagne, je parle. Hein. Voilà. En tout cas, il termine juste derrière Remco Evenepoel à Jebel Lafitte, Geoffrey Bouchard qui fait partie de ces coureurs au parcours atypique qui a percé sur le tard en remportant notamment le classement de la montagne sur la Vuelta FP. On vient de faire le bilan de cette première partie de saison qui s'est donc conclue, on peut le dire, avec et l'UAE Tour et les classiques flandriennes et les classiques françaises Drôme-Ardèche en cette fin du mois de février. FP, avant de passer à la suite de la saison, on va parler d'une interview qui, allez, on va pas dire fait polémique, mais qui fait parler dans le monde du cyclisme. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Jérôme Pinault, évidemment, qui après l'échec BNB était l'invité chez nos confrères de RMC, donc dans l'émission Bartoli Time, si je dis pas de bêtises. RMC où Jérôme Pinault a travaillé, c'est pour ça qu'il connaissait aussi quelques personnes sur place. Mais voilà, c'est moi sur cette interview, à part qu'il règle ses comptes avec quelques sites internet spécialisés du vélo. Véloclub.net. Ouais, véloclub.net, pour pas les citer, c'était moi j'ai pas de fin. En fait, honnêtement, j'ai pas appris grand chose. Ça ne change pas l'opinion que j'ai de Jérôme Pinault, dans le sens où je pense qu'il a été pris, je maintiens l'avis que j'avais en tout cas début janvier, qui a été pris dans un engrenage infernal. Je parle que pour les mecs, pour les filles c'est autre chose. Mais voilà, après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus maintenant ? Moi je trouve qu'il aurait peut-être dû faire encore plus profil bas et pas venir se justifier maintenant. Qu'il se soit fait avoir, c'est certainement vrai. Que ce soit tout blanc, tout noir, je pense pas non plus. Mais voilà, en fait ce qui m'a gêné avec cette interview, c'est qu'on n'apprend pas énormément, quoi. Qui disent, je me suis fait flouer par un tel. Bon, ok, on aura une info en plus. Là même pas, à chaque fois c'est justifié en disant en plus Didier Quio n'est pas un voyou. À un moment il sort il part sur le football. Enfin, moi je trouve que c'est trop. En fait, il voulait se défendre sans argument. C'était un peu bizarre, je trouvais. Je sais pas, moi ça m'a pas forcément gêné, mais j'ai l'impression. Après, il l'a dit au début, je vais donner ma vérité. La vérité, ma vérité. Et quand il a dit ma vérité, ça voulait tout dire. Il voulait remettre en contexte un peu comment lui il a vécu en disant voilà, j'ai rencontré Didier Quio à un match de Coupe de France entre Vannes et le PSG à telle date, c'était début janvier 2022. Après j'ai rencontré Anne Hidalgo, la maire de Paris, à telle date. Ensuite Anne Hidalgo, la maire de Paris, a pris la parole à telle date au Tour de France. On a réécouté le vocal d'Anne Hidalgo, c'était à la dernière étape du Tour de France, en disant que l'équipe n'allait pas être financée par la mairie de Paris, mais qui aurait juste un naming, un nom imposé, et que derrière, après, c'est à eux de trouver l'argent. Moi, en fait, c'est sur ça que j'aimerais revenir, FP, parce que ça m'a beaucoup gêné, ça m'a énormément gêné, et alors, il y a un début de mea culpa, ou en tout cas, une petite excuse donnée par Jérôme Pinault, ça m'a beaucoup gêné, parce qu'en fait, il a commencé à monter une équipe, sans avoir les fonds propres en main. Ce n'était que de la spéculation en permanence, pour le coup, pour Jérôme Pinault. C'est-à-dire que tu fais ton équipe, et si tu as ton équipe, on te donne l'argent. Alors que non, normalement, ça devrait être l'inverse. Tu ne montes pas une équipe sans avoir l'argent en main, sans être sûr de l'argent que tu as en main. C'est pas possible, ça, normalement. Je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis entièrement d'accord. Après, encore une fois, on ne sait pas quelle promesse il y a eu. Parce que le problème de ça, c'est qu'effectivement, je suis d'accord. Il a dit, on m'a dit, il y aura 14 millions par la mairie de Paris, qui sont jamais arrivés, ces 14 millions. Parce que la mairie de Paris a très bien dit, il n'y aura pas d'argent public sorti. Anne Hidalgo l'avait dit lors de la dernière étape du Tour de France 2022. Il n'y aura aucun argent sorti par la mairie de Paris pour financer cette équipe, et on a annoncé 14 millions. Après c'est le sponsor, lui il parle bien qu'il a eu des contacts avec Amazon notamment. Ouais. Moi je suis désolé, c'est que voilà, c'est la tragique histoire d'un sponsor qui se fait planter par un éventuel sponsor, un éventuel repreneur. Moi là où j'en voudrais un peu à Jérôme Pinault, je pense, par rapport aux fans de l'équipe et à celles et ceux qui travaillaient pour cette équipe, c'est que le plan B, en tout cas le fait de continuer avec la structure actuelle, n'était pas prêt. C'est ça la grande problématique, c'est qu'en fait le plan B n'a jamais existé, il n'a vu qu'un plan A, coûte que coûte, il voulait faire ce plan A, et le plan B, il l'a un peu oublié, et en fin de compte, je pense que les gens qui travaillaient pour Jérôme Pinault, l'équipe féminine qui voulait créer, se sont sentis un peu trahis, parce que je pense qu'avec le budget de l'an passé, il pouvait tenir encore, après, évidemment, pas à un niveau peut-être que lui espérait. Alors lui, Jérôme Pinault dit que le sponsor actuel voulait arrêter, ou en tout cas qu'il devait trouver, quoi qu'il arrive, un autre sponsor pour maintenir l'équipe en l'état comme elle l'était en 2022. Alors peut-être que la communication était mal faite dans ce cas-là, mais après voilà, moi je trouve que c'est une interview vérité et on n'a pas encore tous les détails, mais en fin de compte ça change rien parce que des coureurs sont au chômage, ont dû changer d'équipe, et puis des coureurs féminines aussi qui ont
ont galéré, quoi. Donc au final, ça change pas trop l'histoire, quoi. Ouais. Et pour le coup, après, quand tu vois un petit peu la fin, comment ça se passe, donc confirmation, Mark Cavendish qui est attendu dans cette équipe, et c'est la mairie de Paris qui dit si à Amazon on n'y va pas. Plus tard, ensuite, KTM qui voulait lier son engagement à Mark Cavendish. Mark Cavendish, en voyant que le projet n'allait pas se réaliser, soit comme il le voulait, soit comme on lui avait annoncé, eh bien Mark Cavendish a dit non, c'est sans moi. KTM s'est retiré et derrière, c'est ce qui a précipité la chute un peu. Mark Cavendish a été un petit peu l'élément déclencheur de la chute totale en fait du projet de Jérôme Pinot. Pour le coup, il dit mon nom a été sali, etc., tout comme son frère. Quand tu es à la tête du projet, tu sais à quoi tu t'exposes quand tu chutes d'une telle manière. Et pour le coup, voir un plan, enfin, ouais, il n'y a même pas eu de plan B de FP, il n'y a même pas eu de plan B, on était début décembre, il essayait encore de se battre pour maintenir un semblant de, enfin, tu peux pas arriver début décembre avec la plupart des équipes qui ont bouclé fin octobre et être toujours à essayer de, il a voulu se battre jusqu'à la fin, mais on en parlait dans le podcast spécial BNB Hotel qu'on a fait début janvier à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute où sont où est Vélo Podcast. Il s'est menti à lui-même. Tu peux pas te mentir à toi-même comme ça. Bah, oui, moi je pense qu'il y a un gros problème de communication, c'est certain. Et puis de toute façon, voilà, il n'y avait pas d'argent. Mais encore une fois, effectivement, on en a parlé longtemps et longuement sur le podcast de Vélo Podcast et sur Apple Podcast, vous pouvez retrouver sur Deezer, sur YouTube et sur Spotify. Et d'ailleurs, juste pour conclure, si Jérôme Pinot veut réagir aussi à ce qu'on dit, s'il nous écoute, on ne sait pas. Si Jérôme Pinot veut réagir, il peut nous contacter et on l'invitera. On l'invitera dans Vélo Podcast pour que aussi il puisse répondre aux questions de Vélo Podcast. FP, oui, on va conclure sur le cas, l'interview de Jérôme Pinot sur RMC Sport dans l'émission Bartoli-Thème qui a retrouvé aussi en replay chez les amis d'RMC Sport. Interview de dimanche. FP, on va s'orienter vers la seconde partie de saison. Ça y est, le Paris-Nice, Tierno Adriatico arrive. Ça peut aussi nous permettre de nous projeter sur le Giro et le Tour de France. FP, dans quelques secondes, attention, sortez les thermomètres, les baromètres et tout ce qu'il faut, tout en mettre. Ça va y aller là. Attaque de Marlou. Et il veut passer à la télé, celui-là. Allez, c'est parti pour la seconde partie de saison. On a évacué la première, FP, la seconde partie de saison avec donc ce week-end l'Estrade Bianche le samedi, le dimanche le début de Paris-Nice et lundi le début de Tirreno Adriatico. Ça va nous permettre, alors pas l'Estrade Bianche, mais ça va nous permettre de parler du Giro et du Tour de France. On va lancer le baromètre Vélo Podcast et on va commencer par le baromètre sur le Giro. François Pierre, avec donc les coureurs qui sont annoncés sur le Tour d'Italie donc au mois de mai. Sur ceux qui sont annoncés au Tour d'Italie au mois de mai, bon, très vite fait, on en a parlé rapidement lors du bilan UAE, c'est Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, FP, il a montré, c'est bizarre, il a montré déjà ses limites. Toi, tu me dis en montagne sur l'UAE Tour. Après, est-ce que tu te dis pas, il est hors de forme? Alors, il est peut-être hors de forme, ça c'est probable, mais moi je trouve qu'en haute montagne, s'il a affaire à des coureurs comme Jonas Vingegaard ou alors comme Tadej Pogacar, ça semble très compliqué. Après, pour le prochain Giro, il n'aura pas affaire aux deux. Il aura affaire à Primož Roglič, qu'il n'a pas encore repris, donc on ne sait pas encore son état de forme. Non, moi ce qui m'inquiète avec Remco Evenepoel, c'est surtout sa capacité en haute montagne. On sait que les cols du Giro sont assez impressionnants. On sait que la concurrence en face, il a du Vlasov, Roglič, a priori pour moi c'est au-dessus en haute montagne, mais l'avantage c'est qu'il y a des chronos importants et que Remco Evenepoel sur chrono est assez bluffant. L'avantage d'Evenepoel, c'est qu'il est aussi très malin et qu'il aime attaquer, et donc sur des étapes un peu de transition, il pourrait reprendre du temps. Un domaine aussi excelle le Primož Roglič, on l'a vu que ce soit sur la Vuelta ou sur le Tour de France. Donc ça va être intéressant, mais dans mon baromètre, moi Evenepoel, il m'inquiète plus qu'il ne me rassure sur la haute montagne. Alors Remco Evenepoel n'est ni annoncé sur Tirreno ni sur Paris-Nice, FP, si je me trompe pas. Moi j'ai rien non plus, donc oui effectivement, je pense. Voilà.
Il devrait revenir un peu plus tard, Remco Evenepoel. Mais finalement, les principaux favoris du Tour d'Italie sont annoncés sur Tirreno Adriatico, avec notamment Alexander Vlasov. On a aussi du Mikel Landa qui est annoncé sur le Tour, sur Tirreno Adriatico et sur le Tour d'Italie. On a l'impression quand même que tout le monde s'est orienté vers Paris-Nice et que Tirreno Adriatico ne séduit pas vraiment. Oui, alors après, c'est vrai qu'il faudra peut-être voir ce parcours pour comprendre un peu peut-être le désintérêt. Paris-Nice, c'est vrai que c'est assez intéressant cette année, pour le coup. Le Tirreno ne paraît pas non plus honteux, donc je ne sais pas si c'est un des accords faits par les courses, ce qui est possible. Après, voilà, moi je trouve que Tirreno a souvent eu la part belle pour les grimpeurs ces dernières années, un peu moins Paris-Nice. Donc voilà, pour une fois que ça change, ça fait du bien, pour une course française en tout cas. Et voilà, mais après, c'est vrai que sur ce baromètre, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de coureurs aussi qui n'ont pas encore repris ou alors qui ont fait une seule course ou deux. Je pense par exemple à Vlasov, à Roglic qui n'a pas encore repris du tout. Donc c'est des coureurs voilà, qui dans le temps, on va dire leur régime à eux, ce sera soit le Giro, des courses en transition avec un Tour de Suisse par exemple, ou un Tour de France en supplément, ou une Vuelta. Donc forcément, on va dire que leur reprise est beaucoup plus tardive. Ouais, j'ai parlé de Mikel Landa, pas forcément annoncé sur le Giro. Je ferme la parenthèse. Par contre, tu vas avoir des coureurs. Allez, on va penser. Alors, Primož Roglic, lui, il va reprendre au Tour de Catalogne, juste après Milan-San Remo. Donc ça, voilà, Primož Roglic qui est annoncé lui sur le Giro, qui fera pas beaucoup de courses, mais on va avoir un Geraint Thomas sur Tirreno Adriatico. On va avoir Bini Girmay, on va avoir Mathieu Van Der Poel, on va avoir Wout van Aert sur Tirreno Adriatico. Les trois vont se faire plaisir. Encore, on a l'impression que c'est pas forcément les grimpeurs, mais plus les punchers, sprinters qui vont vraiment se faire plaisir. Il n'y a pas vraiment de très haute montagne sur Tirreno Adriatico. Non, c'est vrai. Après, c'est l'avantage d'avoir des profils variés comme ça. Après, voilà, sur ce baromètre, moi, dans le Tirreno, un coureur que j'attends beaucoup, c'est Benoît Cosnefroy. Par rapport à la saison qu'il doit faire cette année, je trouve ça doit être sa saison rêvée. Avec Valentin Madouas, peut-être, les deux, on peut les lier. Madouas, oui, c'est un peu pareil, effectivement. Valentin Madouas, je suis assez d'accord, même si moi, j'attends plus Cosnefroy sur les profils de Tirreno que Valentin Madouas, parce que Madouas, je lui fais confiance sur les classiques flandriennes. Mais voilà, en tout cas, cette année, j'attends beaucoup de Benoît Cosnefroy, qu'il confirme son statut et en espérant voilà des victoires, parce qu'une victoire d'étape sur le Tirreno, mine de rien, quand on voit la start list, ce serait déjà bluffant. Ouais, on va voir Thibaut Pinot aussi qui est annoncé sur Tirreno, sur calendrier italien. Thibaut Pinot, c'est sa dernière saison, on en attend quoi? Toi, tu t'attends à le voir peut-être jouer le général à un moment donné, top 10, ou alors non? Pas sur le Tirreno. Moi, sur le Tirreno, je pense qu'il visera peut-être plutôt une étape. Je crois qu'il y a une étape un peu plus montagneuse, la 6e étape, je crois. Donc, je le vois plus jouer sa carte là-dessus, une étape que le général, mais pourquoi pas? Après, Thibaut Pinot, ce qu'on veut, c'est le voir nous faire rêver sur les courses, sur les hauteurs du Giro. Donc, c'est ça ce qu'on veut voir aujourd'hui. Maintenant, on verra comment ça va se passer pour Thibaut. Il a l'air en jambes en tout cas. On a vu sur les courses françaises là, de début de saison, il s'est permis 2-3 attaques, de tenter de reprendre des attaques aussi. Non, vraiment, on sent qu'il a... Alors voilà, c'est pas le Thibaut Pinot de la grande époque, mais c'est un coureur qui a retrouvé en tout cas du jus. Ouais, bon, Thibaut Pinot, sur le Giro, on veut le maillot de la montagne et 2 étapes. On lui donne ça comme objectif? Moi, je pense plus au maillot rose, mais oui, d'accord. Tu penses plus au maillot rose qu'au maillot de la montagne? Moi, je pense plus qu'il va aller vers le maillot de la montagne. Le classement général, ça ne tente plus vraiment de jouer le classement général maintenant. Ouais, je pense pas. Enfin, après, on verra. Je pense qu'il va. Il ira pas se mettre la pression pour ça. Il va se juger en tout cas sur les premières étapes et puis on verra comment ça va se passer. Moi, je pense que si un Thibaut Pinot arrive à accrocher le maillot rose lors des premières étapes de montagne et à le garder, je sais pas, 5-6 étapes, et puis en ayant remporté une étape, je pense que c'est un super Giro et ce serait un beau clin d'œil pour cette course qui lui a pas trop réussi souvent sur la fin, mais où il a souvent performé. Bon, ok, Thibaut Pinot en rose à Rome à la fin du mois de mai, donc on espère pour lui. Alors après, il y a 70 bandes de contre-la-montre cette année sur le Tour d'Italie, mais Thibaut Pinot a été champion de France du contre-la-montre dans le passé et on va voir ce que ça va donner. FP, on a parlé donc de ce baromètre un peu Giro, on a cité les principaux favoris qui pour l'instant ne se sont pas vraiment découverts en vue du Tour d'Italie. En vue du Tour d'Italie, il y a peut-être un Tim Enarensman, j'en attends un petit peu, mais on va voir ce que ça va donner avec la cohabitation avec Geraint Thomas, Joao Almeida aussi. Joao Almeida, il serait temps qu'il se réveille en tant que leader à la UAE Team. Jevine aussi à la UAE Team, on va voir ce que ça va donner un petit peu. On va basculer sur le Tour de France, François Pierre, parce que avec la start list annoncée sur Paris-Nice,
C'est la bataille des chefs, la bataille des grands rois, là, directement dès Paris-Nice avec le duel, la revanche de l'année dernière, Pogačar-Vingegaard. Ouais, je pense qu'on va arriver là-dessus sur le Tour de France aussi, donc je pense que même les autres, on peut pas les oublier, mais en tout cas, si on parle de favoris, ce sera vraiment les deux ultra favoris. C'est bluffant, hein. Enfin, moi, après, Pogačar, j'ai l'impression que c'est un monstre qui, voilà, il peut partir à 40 bornes de l'arrivée, à 30. Enfin, il choisit quand est-ce qu'il part, et puis celui qui peut le suivre, il essaye, mais il n'y arrivera pas. Et Vingegaard, pour sa reprise, c'est une nouvelle course, espagnole, c'est Gran Camino. Le Gran Camino. Camino, pardon. Où d'ailleurs, les Cofidis ont bien performé aussi, au passage, hein, j'en profite. Mais il y a eu 3 coureurs. Isaac Guiré avec Herrada et puis Ruben Fernandez. Mais Vingegaard, pareil, c'est monstrueux. En plus, maintenant, il a des équipiers comme Attila Valter, l'ancien de la FDJ, qui l'aide bien en montagne. Vingegaard, il aura pas forcément beaucoup d'équipiers sur Paris-Nice, parce qu'on annonce Christophe Laporte, après qui sera peut-être plus lui sur le plat, Olaf Koy pour les sprints. Alors il y a Rohan Dennis, Kruijswijk et Tobias Foss. Mais voilà, c'est Tobias pas les mecs Foss, qui le champion du monde du contre-la-montre. Oui, non, mais je veux dire, après, c'est pas des coureurs, je pars en montagne, qui t'aident beaucoup. Mais après, est-ce qu'il a besoin d'aide? C'est ça la question. Non, ça va être sympa de voir ça, cette première avec les deux coureurs. Moi, j'imagine bien un petit Pogačar, Vingegaard et Gaudu qui tient, tu vois. Non, je déconne, mais en tout cas, les deux qui vont se faire une grosse bataille, et ça va être intéressant de voir ça dès les premières semaines de mars, quoi. Ouais, et puis il y aura aussi Rafał Majka pour accompagner Tadej Pogačar sur un parcours finalement, sur un parcours de Paris-Nice qui est toujours en fait, qui est toujours équilibré. Comment dire? C'est quand même un parcours, ce Paris-Nice, qui est dessiné pour dès le début embêter tout le monde, avec peut-être du vent qui va jouer son rôle dans les premières étapes, des bordures possibles. FP, on a d'ailleurs le retour d'un contre-la-montre par équipe lors de la 3e étape. Bon, on connaît un petit peu les coins, Dampierre en Burly, c'est près d'Orléans. Contre-la-montre par équipe, FP, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ouais, honnêtement, ça me manquait pas. Donc c'est pour ça que j'ai pas relevé ça, mais effectivement, alors en plus c'est une distance un peu importante, 32 km, ça peut faire des gros écarts, des gros écarts en tout cas, tout est relatif, mais des gros écarts, peut-être pas avec les grosses écuries. Moi je trouve que c'est vraiment le truc où ça m'attire pas. Donc, j'ai du mal à le vendre, parce que vraiment ça m'attire pas. Donc autant je préfère les chronos en montagne de 5 km comme ça, le plus rapide, c'est plus excitant pour moi de voir ça que ce chrono par équipe avec 32 bornes. Franchement, en termes de spectacle, ce que tu offres aux spectateurs maintenant, je trouve ça pas terrible. Après, il y en a qui peuvent. Mais il faut varier un petit peu les plaisirs. On a vu pendant des années, des contre-la-montre courts, des contre-la-montre un peu plus longs ou de plus en plus courts avec juste une petite côte. Là, retour du contre-la-montre par équipe. D'ailleurs, on parlait de Jonas Vingegaard peu entouré sur ce Paris-Nice. Quand on sait qu'il y a un contre-la-montre par équipe, on se dit qu'une start list avec finalement un Rohan Dennis et un Tobias Foss, qui sont quand même des champions du monde du contre-la-montre, on comprend un peu mieux Nathan Van Hooydonk, qui est aussi très bon rouleur. Oui, non, mais clairement, c'est pour ça. Mais vraiment, voilà, moi, c'est pas quelque chose qui me manquait, et si on oublie ça pendant 15 ans, ça me va aussi. Bon, est-ce qu'on résume Paris-Nice au duel Pogačar-Vingegaard? J'ai peur que oui, malheureusement. Je vois pas comment on peut faire autrement. Je vois pas qui dans la start list actuelle, et puis par rapport à la forme du moment, peut contester, et avec le chrono en plus par équipe, qui peut contester Vingegaard et puis Tadej Pogačar. Je vois pas quel coureur aujourd'hui je vais te donner des noms, FP, je vais te donner des noms, tu vas me dire oui ou non. David Gaudu. Non. Romain Bardet. Non. Simon Yates. Non plus. Daniel Felipe Martinez. Plus. Moi j'ai envie de te dire que Daniel Felipe Martinez, c'est peut-être celui qui peut être le 3e larron. Peut-être celui qui perdra le moins de temps au chrono déjà, c'est l'avantage pour lui par rapport à son équipe, par rapport aux deux autres que tu m'as cités aussi. Et moi je pense qu'il peut aussi perdre pas beaucoup de temps en montagne avec Daniel Felipe Martinez, qui est capable d'accompagner très loin les meilleurs sur le col de la Couillole, qui sera le sommet de ce Paris-Nice la veille de l'arrivée à Nice. Bon, après on va voir, peut-être que les deux ils vont vouloir faire péter tout le peloton et se batailler à deux seulement dans le col de la Couillole. Ça, ils sont capables de le faire, Vingegaard et Pogačar. Vu le niveau, clairement ils partent quand ils veulent et ils font ce qu'ils veulent. Après on verra comment ils se sentiront à ce moment-là, mais franchement, vu l'adversité en face, si on résume pas le Paris-Nice même le prochain Tour de France pour l'instant par ces deux-là, je comprends pas. Bon, après on verra bien, notamment sur le prochain Tour de France. On fait le baromètre Tour de France là, en parlant de Paris-Nice notamment, mais il y en a un qui est annoncé sur le Tour de France et qui sera lui plutôt sur Tirreno Adriatico, c'est Enric Mas.
Enric Mas, qui a peut-être franchi un palier l'année dernière et qui cette année sera annoncé sur le Tour de France et qui lui par contre va opter pour Tirreno. Enric Mas en montagne, attention. Enric Mas qui est très très bon, et moi je pense aussi que s'il y a un troisième homme à mettre entre les deux là, oui, c'est Enric Mas. La seule contrainte d'Enric Mas, c'est son équipe par rapport aux autres. Maintenant qu'il n'y a plus Valverde, est-ce que ça peut pas lui permettre d'avoir une équipe mieux équilibré? On pense à Ruben Guerrero notamment qui est arrivé pour l'accompagner. Enric Mas qui est bon grimpeur, Ruben Guerrero qui peut l'accompagner loin. Après on a vu avec Pogačar qu'un coureur ne suffit pas malheureusement. Guerrero, je le mettrais au même profil qu'un Majka l'an passé avec UAE, c'est que ça suffit pas quoi. Il en faut plusieurs maintenant. Avec dans les coureurs annoncés pour le Tour de France, Jay Hindley qui sera lui plutôt à Tirreno. On a Ben O'Connor, Ben O'Connor il sera sur Paris-Nice. Ben O'Connor, bon, on attend un petit peu ce que ça va donner. Mathias Skelmose qui est toujours intéressant et qui continue de progresser. FP, on n'a pas parlé des sprints à FP sur Paris-Nice, avec notamment Arnaud Delis qui est annoncé. À voir, encore Arnaud Delis. Ça peut être intéressant. Oui, ça peut être intéressant. Après, je pense qu'on en a déjà beaucoup dit sur Arnaud Delis dans ce podcast, mais oui. Mais là, vraiment sur sprint massif sur Paris-Nice, ça peut être pas mal avec Ethan Hayter aussi. Ouais, sur un sprint massif, effectivement, ça va être intéressant de voir, mais voilà, il est tellement monstrueux en ce moment qu'il va remporter des étapes, c'est sûr. Ouais. Avec Arnaud Delis, Arnaud Démare, Olaf Koy, Mats Pedersen, Merlier, Sam Bennett, Christophe Coquard et compagnie qui sont annoncés donc sur Paris-Nice. Pronostic, on va commencer sur ce week-end de course là début mars. FP. Qui va gagner Paris-Nice? Alors j'ai envie de te dire Pogačar ou Vingegaard. C'est un peu dur, mais moi je pense par rapport à l'équipe, je crois que Pogačar a quand même une peut-être meilleure équipe par rapport au profil des étapes que Vingegaard. Après Vingegaard a l'air tellement bluffant, mais allez, je mets Pogačar. Je vais mettre Vingegaard. Mais je mise sur Vingegaard. Pourquoi? Par rapport au contre-la-montre par équipe et avec Rohan Dennis et Tobias Foss annoncés dans la start list de la Jumbo, avec donc ce contre-la-montre par équipe de 30 bornes où les deux vont pouvoir, à mon avis, développer les watts. Et Vingegaard qui a remporté d'ailleurs le chrono final du Grand Camino avec une 30aine de secondes d'avance sur Rohan Dennis. Je sais pas si c'est une grosse référence, mais oui. Pourquoi pas? Vingegaard est capable de développer des watts et sans un contre-la-montre par équipe, et Tobias Foss, et Rohan Dennis, et Jonas Vingegaard, et Christophe Laporte qui est capable de bien rouler, et Nathan Van Hooydonk, ça peut faire très mal ça. Ah non, c'est vrai. Non, je suis assez d'accord. On passe au Tirreno. Tirreno, tu vois qui toi? Ah là, franchement. C'est compliqué. Alors, moi, j'aurais dit comme ça, là, pour regarder la start list, Enric Mas me paraît pas mal. Après l'étape de montagne, j'avoue que j'ai pas regardé dans le détail à savoir à quel point elle est dure. Mais si en profil complet, Mas me paraît bien. Jevine est pas mal non plus en ce moment. Il a fait un bon début de saison aussi. André Almeida a pas oublié. Ça dépendra de la tactique d'équipe. Mais voilà, après. Ouais, et au final même un Wout van Aert, s'il est vraiment très en forme, il pourrait, mais apparemment vu qu'il il est malade en ce moment et qu'il reprend sur Tirreno, voilà, faudra être vigilant sur sa capacité à être performant. Mais ouais, ça va être super ouvert par contre le Tirreno cette année. Allez, moi je me lance, je te dis Adam Yates qui a remporté la dernière étape de l'UAE Tour et qui a la bonne pédale en ce moment. Ouais, optimiste ça. Bon, j'y crois moyen. Bon allez, moi je dirais un nom, je vais dire Mas. Enric Mas. Bon. On va voir, ça sera donc Geraint Thomas qui va remporter Tirreno Adriatico. FP, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce podcast. On va essayer de faire un petit suivi régulier. On vous en parlera sur les réseaux sociaux de Vélo Podcast pendant Paris-Nice et Tirreno Adriatico. On va voir, on va essayer de faire quelque chose autour de ça. Restez connectés. FP, je te remercie. Ça y est, c'est reparti la saison 2023, le gros de la saison 2023. Merci Guillaume et merci à toutes et à tous de nous suivre évidemment, toujours très nombreux sur le podcast. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur Deezer, YouTube et même Spotify. Partout. Ciao, ciao. Ciao à tous.